Bon, je pense qu'il y a assez de personnes là, donc rebonjour à tous. Donc merci d'être là pour cette avant-dernière conférence de l'après-midi. Donc Stéphane Labranche, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc climatologue de la société, sociologue indépendant, contributeur au GIEC et membre du GIECO. Donc le GIECO, c'est le groupe international sur l'évolution des comportements. Donc en fait, vous travaillez d'abord sur l'impact sociologique du changement climatique et vous travaillez notamment sur les leviers et les freins à la lutte contre le changement climatique et vous contribuez également à la mise en place de politiques publiques à l'échelle locale et nationale pour justement lutter contre le changement climatique. Euh, donc voilà, l'idée de votre conférence, c'était de parler des sujets d'acceptabilité et notamment des sujets de démocratie dans dans la lutte contre le changement climatique. Donc on vous laisse la parole. Comme d'habitude, l'audience, vous avez des questions-réponses à votre disposition et on essaiera de garder 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour que Stéphane Labranche puisse vous répondre. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. L'avantage de passer à ce stade-ci, c'est que je n'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi le changement climatique avec les gaz à effet de serre, donc je vais pouvoir passer directement aux questions de société. C'est très bien. Si je reprends le titre de la conférence, il y a plusieurs mots et dans la présentation qui a été faite, il y a plusieurs mots qui sont intéressants pour moi et je vais en discuter pour en fait discuter un peu plus largement de la place de la démocratie dans tout ça, la place qu'elle devrait avoir ou que les gens pensent qu'elle devrait avoir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je pense. Alors, moi, je suis sociologue et ça faisait un peu bizarre parce qu'il y a 15 ans, quand je me présentais comme sociologue du climat, les gens ne comprenaient absolument pas ce que ça voulait dire. Ils ne voyaient pas en quoi la sociologie pouvait dire quelque chose de si intéressant sur le climat. Le climat, c'est une question de molécules dans la haute atmosphère, ce n'était pas une question de gens qui se promènent dans la rue. Sauf qu'en fait, si, on est quand même, les origines du changement climatique sont anthropiques, dans le sens de ANTH et non pas ENTRO. Donc, ce sont les êtres humains qui en sont la cause. Donc, c'est le fait qu'on fonctionne et qu'on a une société qui est amplement basée sur les énergies fossiles qui en est la cause. Mais ce changement climatique que l'on provoque a aussi des effets sur nous en termes d'impact et d'effets secondaires, un peu comme une maladie, c'est que les moyens à mettre en œuvre pour, atténuer et s'adapter au changement climatique nous reviennent à nous et ont des impacts sur nos vies. Les efforts à mettre en œuvre, c'est un peu intéressant, mais je ne sais pas si vous en avez discuté sur les autres, mais il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 2 ans environ, on visait du facteur 4, c'est-à-dire une diminution de environ 75-80% des gaz à effet de serre pour 2050, et que maintenant, avec les nouveaux objectifs de la France et de l'Europe, on vise à de la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est du facteur 7-8. Donc, on double les efforts à faire. Pourquoi on double les efforts à faire? Parce qu'on n'a pas été capable de faire suffisamment d'efforts jusqu'à aujourd'hui. Si ça, ce n'est pas une magnifique contradiction, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'on ne fait pas assez d'efforts, il faut en faire encore plus. Donc, parce qu'on n'est pas allé assez vite, il faut accélérer le processus. Et ça soulève la question non pas de la quantité de molécules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça soulève toutes les questions en fait de consommation, de production, de mobilité, de travail, d'existence dans une civilisation qui est basée sur les énergies fossiles. Dans ce cadre, en fait, quand on regarde que ce soit le facteur 4 ou les nouveaux objectifs de neutralité carbone, ce qu'il faut faire, c'est un paquet de choses. Hein. C'est faire la rénovation énergétique des bâtiments, c'est réduire l'usage de la voiture, c'est manger moins de viande, c'est chauffer à 19, j'en passe. Changer l'usage des sols, faire de l'agriculture différente, arrêter de déforester, blablabla. Mais ça, quand on le dit, déjà, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, ces injonctions et ces stratégies qui sont légitimes scientifiquement se heurtent et rentrent à la fois en confrontation, mais pas toujours, en coopération aussi parfois, en tension et parfois en ignorance totale des différents groupes de la population. Pourquoi? En fait, toutes mes études, là, j'ai plus de 35 projets de recherche avec des enquêtes à grande échelle, des entretiens semi-directifs. Je
Je vous raconte un peu ce que je fais comme métier parce que je pense que ça va être un petit peu différent pour des sociologues, pour des ingénieurs qui ne savent pas ce que les sociologues font. Mais si, par exemple, je travaille sur la mobilité, il y a quelques années, ben, j'allais voir des gens dans leur salon et je leur posais des questions sur comment ils se déplaçaient tous les jours et qu'est-ce qu'ils aimaient dans ce déplacement, la mobilité, pourquoi ils n'aimaient pas le vélo, pourquoi, etc. Et ensuite, avec l'analyse des réponses, on monte des questionnaires et des sondages à grande échelle. J'ai fait mes projets de recherche, moi, et des assistants de recherche, on a fait on est rendu, je pense, que plus de 450 entretiens semi-directifs, ce qui est énormissime, en fait, pour des entretiens semi-directifs et 5 sondages à grande échelle, plus des enquêtes Internet. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre comment les gens rentrent en interaction avec le climat. Alors, non seulement avec le climat, il faut comprendre que les gens ont un plan d'interaction directement avec le climat. On rentre en interaction avec la météo. Aujourd'hui, il fait froid, aujourd'hui, il fait chaud, il pleut pas. On rentre avec le climat seulement par l'intermédiaire de la science. C'est la science qui nous dit qu'il y a du changement climatique, c'est la science qui nous dit que l'augmentation de température et de temps, et c'est la science qui nous dit quels seront les impacts probables de ça. Nous, on ne les ressent pas. Ce qui est très important, parce que si on ne ressent pas quelque chose, il est difficile de changer. Donc ça, c'est un premier obstacle. L'autre chose à laquelle il faut s'habituer en tant que population, c'est qu'il y a quand même des réglementations dans beaucoup de pays, il y a des politiques publiques, notamment dans les collectivités territoriales, qui disent, bon, ben là, il faut atteindre les objectifs européens et français de diminution de la consommation d'énergie et de diminution des gaz à effet de serre émis. Et on fait ça comment? Ben, en fait, on fait toujours la même chose, on fait un bilan. Quelles sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre? Essentiellement en France, en tout cas dans les milieux urbains, c'est la rénovation, c'est l'immeuble, les bâtiments. Et c'est loin d'être qu'une question technique et de qualité de construction. C'en est une partie, mais c'est aussi la question des usages dedans. Je vous rappelle qu'un bâtiment construit en France a une moyenne de vie de 70 ans et que pendant 70 ans, des gens vivent dedans et que pendant 70 ans, ils peuvent chauffer à 19 ou à 24. Que pendant 70 ans, vont peut-être ouvrir les fenêtres au mauvais moment, parce que, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément qui est super important. C'est que, en fait, ces injonctions, ces manières stratégiques de tenter de diminuer les gaz à effet de serre, qui sont des politiques publiques, des mesures, des programmes ou des stratégies nationales ou territoriales, ben, en fait, elles viennent en interaction avec des gens qui ont autre chose à faire. Par autre chose à faire, je veux dire avoir des enfants. Je veux dire faire des courses. Je veux dire payer ses factures à la fin du mois. C'est-à-dire envisager de peut-être faire une rénovation énergétique de son bâtiment, tout en sachant que le retour sur investissement, il est difficile à calculer. Et tout en sachant pas si dans 2 ans, je vais toujours être dans le même appartement. Donc, je vais vous raconter des détails un peu plus sociologiques. Tout à l'heure, je vais juste poser en fait ces jalons. Et donc, quand on regarde dans le titre et dans la présentation que vous avez faite, en fait, on retrouve quelques mots qui sont clés. Le premier mot, c'est la légitimité. Légitimité d'une politique publique, ça, c'est le grand dada des politologues. Ils adorent ce mot-là. Il y a des écrits là-dessus, des travaux, des controverses, des scandales, des machins, des trucs, des débats scientifiques en sciences politiques sur ce qu'est la légitimité. Légitimité, en fait, pour le dire simplement, peut-être trop simplement, mais c'est la croyance, et donc on est dans du subjectif, par la population, qu'une mesure, elle est juste, équitable, efficace, bonne. Ce qui veut dire que si on trouve qu'une politique publique, elle est efficace et bonne et qu'elle est légitime, elle est acceptable. Il y a des éléments qui jouent un rôle, et ça, on l'a remarqué très fortement dans les politiques climatiques liées, par exemple, à la mobilité dans plusieurs villes. Une ville qui dit à ses habitants, ben là, vos voitures diesel, elles vont être interdites en 2024. Je prends une ville comme ça par hasard. À Grenoble, on a à peu près la même échéance un peu plus loin, mais on veut sortir des énergies, des moteurs thermiques complètement en 2030-2032. Il y a quand même un projet, une stratégie urbaine là-dessus qui est en cours d'élaboration. Et la première action qu'on obtient de la part de la population, c'est « Ah, vous nous dites de le faire, ben vous le faites en premier ». Et il y a une grosse partie de cette question de la légitimité des politiques climatiques qui dépend du fait que les gens qui donnent les ordres ou font des injonctions le fassent en premier. Sinon, ça ne passe pas. Donc, on peut comprendre dans sa tête, la population peut comprendre qu'effectivement, la mesure, elle est bonne. Mais, éthiquement parlant, ou en termes de justice, ou en termes de légitimité,
justement, si la collectivité territoriale ne met pas en œuvre des efforts conséquents et visibles, parce qu'on peut mettre des efforts conséquents qui sont invisibles, donc ils ne comptent pas, parce que la population ne les voit pas. Donc, il faut qu'ils soient conséquents et visibles. Et là, la population dit, bon, la collectivité fait des efforts, ils ont changé tous les bus, les petites camionnettes sont électriques, etc., etc. Donc, nous aussi, maintenant, on s'est un peu plus obligé de faire attention quand même. Okay? Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième élément qui est associé à la légitimité, hein, j'en ai parlé, c'est l'acceptabilité. Alors, en dehors de la sociologie, l'acceptabilité, elle est vue de manière assez simpliste. Je ne serai pas méchant avec vos collègues ingénieurs, mais en général, les scientifiques et les ingénieurs ont tendance à penser que l'acceptabilité, c'est de rendre acceptable, c'est-à-dire marketing, le truc que vous allez inventer pour diminuer la consommation. Et si les gens n'ont pas compris à quel point votre truc il est bon, c'est qu'en fait, ils n'ont rien compris. Donc, autrement dit, vous leur donnez un service, une politique publique ou une technique quelconque pour dire « Hey, ça marche. » Donc, voilà. Ben, les gens vont dire « Ben non, pas nécessairement. J'ai autre chose à faire. » Et donc, l'acceptabilité en sciences sociales et en sociologie, en fait, c'est une notion qui est débattue. Pour moi, l'acceptabilité, c'est un premier pas vers un changement. Je peux très bien accepter la réalité du changement climatique. Je peux très bien accepter le fait qu'une politique climatique à l'égard de la voiture, elle est scientifiquement valable, mais je peux aussi très bien ne pas l'accepter dans mon quotidien. Pourquoi? Parce que, par exemple, je me dis, je peux avoir l'impression que j'ai besoin de ma voiture. Ou qu'une femme avec 2 enfants célibataires qui doit les amener à l'école le matin, qui revient du boulot, doit faire les courses, amener un des deux au sport, leur faire prendre le bain, les faire bouffer et les coucher avant 8h30, le bus n'est pas possible. Donc, elle peut comprendre très bien que la politique publique peut être efficace, mais ça ne la concerne pas, elle n'est pas efficace dans son cas, elle est contraignante, elle est lourde, ça lui demande trop d'efforts. Okay? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce qu'on a un sentiment qu'une politique publique ou une techno fonctionne ou qu'une politique publique est légitime, qu'elle est acceptable, que ça amène à du changement. Ce qui m'amène à un autre point que la sociologie connaît depuis très longtemps, mais qui a été complètement ignoré jusqu'à une dizaine d'années, et je ne comprends pas pourquoi, et ça même par les associations environnementalistes, je vais être un petit peu critique là-dessus, mais c'est de dire dans une campagne de sensibilisation, faites du vélo. Et pourquoi je ferais du vélo? Ben parce que c'est bon pour le changement climatique. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose que ça va m'amener à changer de pratique. Savoir que le vélo est bon pour le changement climatique n'est pas une idée. Je vais vous donner un exemple très simple, le mien. Je me promène toujours en vélo. Je fais toujours du vélo. Mais alors que je suis un obsédé, on peut dire, du changement climatique. Je ne bosse que là-dessus, pratiquement. Je passe à temps plein là-dessus, et plus qu'à temps plein même. Je me promène en vélo parce que j'aime la sensation. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Le changement climatique est probablement la 4e raison pour laquelle je fais du vélo, en fait. La première raison, c'est parce que j'aime la sensation, j'aime la vitesse, parce que j'aime sortir, parce que j'aime me retrouver en plein air, etc. Et que ça me saoule de devoir trouver une place de parking et que quand je calcule le temps de transport à Grenoble en vélo et en voiture, parfois en vélo, c'est plus rapide. Donc, quand je fais tous ces calculs-là, de toute façon, je me promène en vélo et même si c'est plus lent qu'en voiture, je me promène en vélo pour le plaisir. Donc, là, dans ce cas-ci, on ne se retrouve pas avec quelqu'un, dans mon cas, qui est contre le changement climatique. Je suis en lutte contre le changement climatique dans mon quotidien, mais pour le vélo, ce n'est pas un facteur. Donc, il y a plusieurs types de motivations et de freins et de raisons pour ne pas, en fait, faire des politiques climatiques ou participer à une politique climatique pour des raisons complètement différentes. Parce que le fait que je fasse du vélo pour des raisons de plaisir contribue au fait que je ne me promène pas en voiture et donc c'est très bon pour le changement climatique, mais c'est secondaire. Et donc, face à cette diversité de motivation, de représentation sociale, de croyances et de valeurs, ben, les politiques publiques, elles rentrent en contact avec ça. Et ce n'est pas toujours évident, en fait. On commence à être un peu plus intelligent sur cette question-là, moi, je trouve. Au début, on disait il s'agit de faire une campagne de sensibilisation et les gens vont changer de mode de vie. Bon. Les premiers qui ont compris que c'était faux, bizarrement, ce ne sont pas les chercheurs,
Ce sont les élus territoriaux qui sont aux prises avec la vraie mise en œuvre de leur politique publique, avec des gens qui viennent râler dans les mairies quand ils ne sont pas contents, avec des gens qui ne vont pas les réélire s'ils ne sont pas contents, avec des manifs, avec etc. Donc ça, eux, ils ont bien compris que pour qu'une politique publique soit plus efficace, il ne faut pas qu'elle soit seulement acceptable, il faut qu'elle soit appropriée, il faut qu'elle soit vécue. On va d'abord avoir une politique, une stratégie de vélo en ville. Si les gens ne font pas plus, ça ne sert à rien. Donc, comment on amène les gens à faire plus de vélo? C'est là que la sociologie rentre en jeu. La sociologie, elle va faire une petite enquête, une grande enquête. Elle va dire aux gens, pourquoi vous ne prenez pas le vélo plus que ça? C'est quand même cool, non? Et puis les gens vont dire, ben, c'est super dangereux, je n'ai pas envie de me faire frapper, moi. Ah, tiens, question de sécurité. Donc, si on vous proposait des pistes cyclables sécurisées, il n'y a pas de voiture dessus et surtout, il n'y a pas de bus parce que ça a été le cas à Paris durant les premières années des pistes cyclables il y a quelques temps. Et là, ben, on commence à faire des pistes cyclables et on se rend compte qu'effectivement, le taux d'usage du vélo augmente. L'autre enjeu qu'il y avait avec le vélo, c'était une fois arrivé sur place, avoir des endroits sécurisés pour l'attacher, pour le mettre à l'abri, etc., pour ne pas se faire piquer. Ça, c'était assez important. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est là, ce sont des facteurs géographiques. Très facile de faire du vélo à Paris et à Grenoble, c'est plutôt plat, à part comparé à quelques petites collines. Mais quand on se retrouve dans des villes avec des vraies montagnes ou des vraies collines, là, soudainement, c'est moins drôle. Ici, à Grenoble, pour me payer une côte, je dois faire un pont 3-4 fois, mais c'est complètement plat. Et donc, c'est super facile. Et donc, la facilité avec laquelle on peut utiliser est super importante. Alors, face aux différentes réactions des populations face à différents types de politiques publiques, qu'est-ce que les politiques essayent de faire? Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en œuvre? Ce qu'on a appris, tout d'abord, il y a une quinzaine d'années, on faisait un projet de recherche, par exemple, sur une chose à la fois, c'était la mobilité. Et la mobilité, à un moment donné, grâce aux urbanistes en particulier, on s'est rendu compte que la mobilité n'est pas juste qu'une question de voirie, c'est une question de service au pluriel dans un quartier. Donc, si vous développez un super beau quartier, mais avec pas de dentiste, pas de médecin, pas de boulangerie, pas de café et pas de supérette, ben, vous avez une cité dortoir, certes, mais une cité dortoir qui va demander beaucoup de déplacements. Vous avez beau foutre un tram qui va jusque-là, ça ne sera pas suffisant. Les gens vont vouloir leur voiture. En revanche, si vous développez dans le même quartier tous ces services que je viens de mentionner, soudainement, je n'ai plus de raison d'utiliser de la mobilité autre que mes deux pieds pour aller acheter mon pain, mon café, faire les courses, voir le médecin pour les enfants, etc. Donc, la question de la mobilité se retrouve, on sort de simplement des véhicules qui se promènent à un agencement, une planification territoriale beaucoup plus complexe et intégrée. Et c'est là qu'on en est maintenant. Donc, ça a beaucoup évolué. Et c'est ça qui fait qu'on ne force pas les gens à faire quelque chose, on change leur environnement urbain, ce qui leur permet de faire autrement. Okay. Et donc, permettre de faire autrement, c'est quand même une des conditions de base, mais ce n'est pas suffisant. On peut très bien, et ça c'est le cas, avoir des super systèmes de recyclage, de ramassage du tri, mais les gens ne le font pas nécessairement correctement dans leur domicile non plus. Mais sans ce ramassage de tri, on ne peut absolument pas faire non plus le recyclage. Donc, il faut pouvoir permettre, mais pouvoir permettre ne garantit pas que ça va être fait correctement non plus. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple que je voulais donner, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, vous savez qu'il existe dans les coffres de l'État français environ 2 fois plus de pognon qui n'est utilisé. Il y a beaucoup de pognon. Pour faire des projets de rénovation énergétique partout en France, on en est seulement environ 50% des objectifs atteints. Pourquoi? Les économistes vont vous dire la première chose, qui est évidente, ça coûte trop cher, le retour sur investissement est trop long. C'est-à-dire que si je mets tant de pognon, j'en ai pour 9 ans ou 10 ans avant que j'en ai dans mes poches, ça pose problème. Et ça pose problème parce que ce pognon, il faut quand même le sortir, même s'il y a un retour sur investissement. Et là, ce n'est pas possible pour tout le monde. Très bien. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement développe et multiplie des aides financières. À tout va. Prêt à taux zéro, puis même des fois carrément, ça donne de l'argent, on reçoit l'argent, on ne le rembourse pas, les prêts sont garantis par l'État pour la banque, il y a tout ça, il y a des aides supplémentaires pour les précaires et les très précaires,
Les régions en donnent, les villes en donnent, il y a des programmes comme Murmure qui en donnent en plus de l'État central. Donc, on se retrouve finalement avec des projets de rénovation énergétique où la moitié des coûts, voire un peu plus, sont en fait payés par l'État. Donc, 50% du pognon que vous devez sortir, en fait, vous ne le sortez pas. Donc, ça réduit de beaucoup le retour sur l'investissement. Et pourtant, il y a encore 50% de l'argent qui n'est pas utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire? Gaétan Brice-Pierre, qui est sociologue à Paris, a fait des études là-dessus. Je pense que c'est lui qui a fait les meilleures études. L'idée, c'est d'aller voir en tant que sociologue comment une prise de décision est faite, comment on prend une décision en collectif dans une copro sur des questions de projet de rénovation. Et on s'aperçoit de certaines choses un peu bizarres qui n'ont rien à voir avec le pognon. Tout d'abord, il y a une grande partie des projets de rénovation énergétique dans les copros qui sont refusés par la copro avant même que le bilan financier ou l'évaluation financière ait été faite. Donc, autrement dit, on ne sait même pas combien ça va coûter et on le refuse le projet de toute façon avant même. Donc, l'élément économique ne joue pas un rôle. Qu'est-ce qui joue un rôle? Donc, on pose des questions aux gens et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Plusieurs choses. Et c'est là que la vie quotidienne rentre en contact avec tout ça. Le premier, c'est qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des gens qui vont travailler pendant 1 an à l'extérieur de nos fenêtres. Ça va faire entrer de la poussière, il va y avoir du bruit, il y a toute l'intimité qui ne marchera pas. Le bâtiment, en plus, il va être laid pendant 1 an parce qu'il est recouvert. Voilà, il y a tout ça. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que si je suis en couple, que j'ai un enfant en bas âge, et que je planifie d'avoir un deuxième enfant, ben, peut-être que mon appartement est trop petit. Et donc, dans 2 ans, je ne serai pas là. Si je suis à la retraite et que j'ai 75 ans, je suis peut-être trop vieux pour avoir envie de me mettre le pognon dedans parce que le retour sur investissement, je ne l'aurai pas. L'autre chose, c'est que dans les copros, il y a des propriétaires qui vivent sur place, qui ont intérêt, en fait, à long terme, moyen terme, à faire des travaux de rénovation énergétique. Il y a aussi des locataires. Et le propriétaire, il est ailleurs. Le propriétaire n'a aucun intérêt à payer pour des travaux de rénovation énergétique pour ses locataires, à moins que le bâtiment soit vraiment pourri et qu'il soit obligé par la loi. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Les gens qui n'ont, c'est pas qu'ils sont contre l'idée, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que 7 ans, c'est un horizon qui est trop long pour un retour sur investissement, par exemple. Puis parce qu'il va y avoir pendant 1 an des travaux qui vont avoir lieu, parce que pendant quelques semaines, l'ascenseur ne fonctionnera pas et que moi, je suis au 6e étage, que j'ai 75 ans, j'ai un problème de hanche, il va falloir que je me paye mes 6 étages à pied, ce n'est pas bon non plus. Donc, en fait, les politiques publiques rentrent en fait en confrontation avec une diversité de situations qui est assez grande et de freins. Ce qu'on constate donc, c'est qu'en termes de compréhension et de connaissance, la population française comprend plutôt bien l'enjeu de base du changement climatique, comprend plutôt bien l'urgence. Pendant longtemps, ça a été la première, ça a été même la préoccupation principale, numéro 1 des Français avant le terrorisme et avant la violence, il faut le dire. Ça a été supplanté depuis 2 ans par les questions de biodiversité, ce qui est quand même bon signe, parce que ça veut dire que les questions environnementales continuent à travailler en profondeur l'esprit des Français. Donc ça, c'est bien. Mais être préoccupé par quelque chose et changer de mode de vie, c'est juste 2 cosmos différents. Donc, comment on amène les gens et comment les gens amènent les élus et les collectivités territoriales à aller plus vite et correctement dans le bon sens. C'est là que je voulais aborder un petit peu la question des différents scénarios politiques. Le premier scénario politique, c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le développement durable. On les informe, on informe les gens, on leur demande ce qui est important pour eux et on construit un projet. Et ensuite, on arrive à des résultats qui sont environnementaux. L'idée de base, elle est un petit peu naïve dans la plupart des cas de ce type de projet. L'idée naïve, pour moi en tout cas, sans être méchant, mais l'idée naïve, c'est que si les gens comprennent qu'une urgence climatique et de biodiversité et de transition écologique, ils vont vouloir changer, ils vont le faire. Ils vont changer de pratique et d'habitude. Sauf que changer de pratique et d'habitude, en fait, ça va contraire au fonctionnement normal du cerveau. Là, je vais rentrer dans un petit peu du neurocognitif. Je vais sortir un peu de la sociologie pour vous montrer qu'il y a un lien aussi avec. Quand je fais un geste habituel que je fais chaque jour, j'y pense pas. Je n'ai pas besoin d'être conscient dans ce que je fais. Donc, je peux penser à autre chose.
Et en fait, les pratiques quotidiennes, les habitudes quotidiennes que vous avez, qu'on a tous, que ce soit en matière de mobilité, en matière de douche, en matière de vêtements, en matière donc au quotidien, c'est une manière hyper efficace pour le cerveau de ne pas consommer d'énergie. Le cerveau est paresseux. Il n'aime pas consommer d'énergie pour rien. Donc, il se met en automatique, ça lui permet de faire quelque chose d'autre. Donc, ça va. Mais le problème, c'est que quand on veut changer de pratique, quand on veut changer d'habitude, ça nous oblige à devenir conscients de nos habitudes. Il faut les identifier. Identifier que cette habitude-là est contraire à mon objectif d'amélioration du changement climatique ou de la biodiversité, etc. Et donc, je m'évalue moi-même. Cette évaluation doit être menée, doit être accompagnée de solutions concrètes. Parce que sinon, c'est juste désespérant et frustrant et on laisse tomber. Mais le cerveau, il aime bien ses habitudes. Donc, même si on travaille sur nos habitudes, il a tendance à vouloir y revenir. Okay? Donc, petit exercice ce soir, faites votre vaisselle avec votre mauvaise main et ta main gauche. Pratiquez, lavez-vous les mains avec une autre main. Tentez de changer une pratique simple et vous allez voir que c'est pas facile de la maintenir dans le temps. On a tendance inconsciemment à y revenir. Et donc, en fait, le problème de ce qu'on demande de faire aux gens dans la transition écologique, que ce soit au niveau macro, micro, c'est qu'en fait, on demande aux gens de changer de comportement et donc de changer d'habitude. Et ça, pour la plupart des gens, et ça, ce sont des statistiques, mais pour environ 80% des gens, c'est angoissant et stressant. C'est fatigant. Par défaut, on n'a pas envie. Et pour environ 20% des gens qui sont typiquement écolos, d'ailleurs, c'est à se demander si les écolos, ce n'est pas des gens qui aiment bien en fait travailler sur eux-mêmes et s'observer soi-même et changer, plutôt qu'être écolo en premier. Ils ont cette façon de voir les choses qui dit non, mais c'est le fun de changer, s'observer soi-même, tenter de briser les habitudes. Et c'est une manière de travailler sur soi. C'est une manière de s'améliorer. On découvre des méthodes, on se donne des objectifs, on se donne des outils et puis on essaye de les atteindre. Puis quand ça ne marche pas, c'est pas grave, on recommence, on continue. Mais pour la plupart des gens, c'est difficile. Donc, face à cet argument de la démocratie fonctionne pour l'environnement, il y a quand même beaucoup de facteurs qui disent, dans certains cas, oui, dans beaucoup de cas, ça marche plutôt mal. Donc, c'est quoi les alternatives à ça? Alors là, il y a Dominique Bourg qui a beaucoup bossé sur les scénarios écologiques. Donc, le premier, c'est le scénario démocratique. Le deuxième scénario, c'est ce qu'on appelle l'expertocratie autoritaire. Je vous le dis rapidement. Je suis expert du changement climatique. Mon collègue climatologue l'est aussi. On a un économiste expert et on donne le conseil au président. Et dans ce scénario, le président ferait des politiques publiques conformes à ce qu'on lui dit de faire. Ce n'est pas nous qui prenons la décision. Nous, on donne une opinion. On donne les résultats de recherche, plutôt quand même des conclusions de recherche qui vont faire que la politique publique va être efficace pour le changement climatique. Alors, tout dépend à quel expert vous parlez, parce que si vous parlez aux experts économistes, ils vont avoir certains outils. Vous parlez aux politologues, ils vont avoir d'autres outils, aux sociologues, d'autres outils, aux psy, d'autres outils, aux techniciens, aux ingénieurs, d'autres outils encore. Et donc, l'idée, c'est de faire une stratégie plus ou moins intelligente de tout ça pour être le plus efficace possible. Le scénario autoritaire d'experts, il n'est pas antidémocratique. Alors, vous avez encore le droit de consommer, de bouger, peut-être un peu moins ou autrement qu'avant. On met plus de pression sur la voiture, on va augmenter le prix de la viande, mais on va rendre des alternatives à la viande plus facilement accessibles. On va donner encore plus d'argent pour la rénovation énergétique des bâtiments, mais on va la rendre peut-être obligatoire sous certaines conditions. Attention, ce sont des discussions qui ont lieu en ce moment même à la Stratégie nationale bas carbone, SNBC. C'est-à-dire qu'au moment de l'héritage, par exemple, si vous recevez un héritage et vous acceptez une maison en héritage, peut-être que dans quelques années, il va y avoir une obligation de rénover le bâtiment. Ça s'appelle, ou au moment de l'achat d'une maison. En appartement, ce n'est pas possible parce que c'est de la copro, mais on pourrait être obligé de faire la rénovation énergétique d'une maison si elle n'est pas suffisamment efficace. Donc, c'est un mélange en fait de contraintes. Le gouvernement chinois, face à la qualité des approches changement climatique, mais à la qualité de l'air il y a plusieurs années, a fait un programme sur 3 ans. La première année, les Chinois qui ramenaient leurs vieilles voitures très polluantes au gouvernement recevaient une somme, si je me souviens bien, c'était 4 000 €.
coûtait quand même pas mal de pognon en Chine à l'époque. La deuxième année, il recevait 2000. La dernière année, il recevait 1000. Et après ça, c'était obligation sans pognon de retour. Super efficace. Ça a marché du feu de Dieu. Alors, on a beau être en Chine dans un pays assez autoritaire, le gouvernement chinois a bien compris que par l'autorisme seulement, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, ça, c'est le scénario expert autoritaire. Il y a un troisième scénario qui peut être possible aussi et qui commence à monter en termes d'intérêt parmi des écolos radicaux, et c'est justement l'écofascisme. C'est-à-dire que face à l'insuffisance des efforts, à l'insuffisance de l'efficacité à la fois des politiques publiques, mais aussi des changements de pratiques, il va falloir imposer un système qui va nous empêcher de courir tout droit à la catastrophe de style plus 4 degrés, qu'il faut absolument éviter. Alors, dans quel système est-ce qu'on se retrouve en France? Dans quel scénario on a? Bon, on n'est pas dans le système écofasciste et on est en partie dans un système expert autocratique et à la fois développement durable et participatif démocratique aussi. Typiquement en France, on se retrouve avec, je vous donne des exemples, mais je pense que ça dit bien, une collectivité territoriale, que ce soit, c'est toujours les mêmes en France qui sont en avance sur les autres, Paris, Lyon, Grenoble en particulier, Strasbourg sur certains points aussi, vont faire des expérimentations. On va tenter un nouveau truc. Donc, à Grenoble, en 2007, 2008, 2009, ça a été la construction d'un écoquartier à assez grande échelle, avec un niveau d'efficacité énergétique qui était 2 fois et demi ce qu'on construisait à l'époque. Il fallait atteindre la fameuse réglementation thermique de 2012, 3 ans avant, ce que la construction, le BTP disait, était impossible. Le quartier est construit. Et bon, l'année suivante, il y avait des ajustements à faire. On n'avait pas atteint les objectifs. Et 2 ans après, on était plutôt à 55-56 kWh par mètre carré par an, plutôt que le 110 qu'on construisait à l'époque, ce qui était énormissime. Cette expérimentation-là, elle a été soutenue à la fois un peu par des financements européens, par des financements français. On a vu que ça marche et on s'est dit, bon, ben maintenant, c'est une des fonctions de l'ADEME, c'est de prendre des bons exemples et de les diffuser dans le reste de la France, ou alors de le transformer, un bon exemple, en fait, en réglementation. Donc, les premiers plans climat volontaires en France, bénévoles comme à Lyon, Grenoble, Paris, ont été transformés ensuite en plans climat obligatoires en 2015. Et ensuite, prochaine vague 2018, avec l'ère qui vient s'ajouter et l'adaptation qui vient s'ajouter aux premiers plans climat qui ont été imposés. Donc, en fait, en France, on se retrouve avec un mélange d'expérimentations locales qui sont parfois soutenues, pas toujours par une entité étatique. Ça, c'est repris au niveau national quand ça fonctionne, parce que quand ça ne fonctionne pas, bien entendu, on ne diffuse pas la pratique. Et ensuite, on la diffuse et on l'impose au restant du pays. Donc, ça, c'est important à comprendre. C'est un mélange des deux en France qui fait que ça peut paraître un peu long parfois, mais qui, au final, peut être assez efficace. Peut-être prendre, pour ensuite enchaîner sur le niveau objectif de la neutralité carbone. Juste pour vous rappeler, c'est la neutralité carbone, c'est la capacité, on calcule ça comme étant la capacité naturelle du territoire français, naturelle, à absorber du CO2. On ne parle pas des nouvelles technologies encore. Donc, usage des sols, forêt, agriculture essentiellement. Ici, cette capacité d'absorption naturelle est de 100 millions de tonnes par année. Alors, on ne peut pas émettre plus que 100 millions. Voilà, c'est ça la neutralité carbone. L'objectif de la France à 2050, c'est la neutralité carbone. La Chine vient d'annoncer, si je ne me gourre pas ce matin, un projet de neutralité carbone pour plus tard, 2065, je pense. Donc, la Chine va encore émettre énormément de CO2 pendant une quarantaine d'années, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais la Chine fait beaucoup d'efforts quand même. Et dans ce cadre, dans le cadre de neutralité carbone, les efforts à faire et à mettre en œuvre, mais par absolument tous les acteurs, sont absolument nécessaires. Et c'est ici que ça devient compliqué, parce que la recherche en sociologie et en sciences sociales, sur les questions de démocratie, de légitimité, d'acceptabilité, on a pas mal de données sur la mobilité. Il n'y a plus grand-chose de nouveau à découvrir sur les questions de mobilité pour moi. On sait pourquoi les gens se promènent de la manière qu'ils font. On sait quel type de politique publique mettre en œuvre parce qu'on a tenté des trucs, on a expérimenté, puis on a pu tester si ça fonctionnait ou pas. Donc ça, sur la mobilité, on le sait.
Sur la rénovation énergétique des bâtiments, on a encore des difficultés. On commence à comprendre, mais franchement, il faudrait faire encore un peu plus de recherche pour que ça soit plus efficace, ça c'est sûr. Sur les questions d'alimentation, la sociologie, l'anthropologie surtout, l'épidémiologie, on fait beaucoup de recherches sur l'alimentation, et la sociologie moins, mais ce qui nous manque, c'est le lien entre sociologie et climat. Faire une recherche sur alimentation seulement sans l'associer au climat ne nous apprend rien, en fait, sur le lien qu'on peut faire entre les deux et comment les gens le perçoivent, ce lien ou pas. Ce que l'on sait, là, il y a eu des études qui ont été faites, quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens deviennent plus végétariens ou consomment moins de viande, la première raison, ça n'a rien à voir avec le climat ni l'environnement, c'est la question de la santé physique, mais aussi de l'esthétique physique. Les gens ne veulent pas devenir gros et laids, comme ils le disent. Ils veulent être beaux quand ils vont à la plage en été et donc ils font attention à ce qu'ils mangent. Donc, ils vont réduire la quantité de barbecue et de viande trop grasse qu'ils vont manger. C'est lié dans les représentations à la question de la santé aussi. On sait confusément quand même que la viande, c'est pas bon quelque part à cause du niveau de cholestérol, mais à cause aussi des produits chimiques qui sont dedans, biotiques. Et ça, depuis quelques années, la compréhension des populations augmente beaucoup. Donc ça, c'est des choses qu'on sait scientifiquement depuis très longtemps, mais qui sont bien passées dans la population. Le deuxième élément, facteur pour convaincre ou que les gens disent pourquoi ils diminuent leur consommation de viande, en fait, c'est la pollution environnementale dans le sens qualité de l'eau en particulier et de la terre. Donc, la pollution qu'on met dans l'eau et dans la terre, notamment les nappes phréatiques. Et la troisième justification, c'était très intéressant, l'éthique animale, le traitement des animaux. Et depuis 3 ans, grâce à une certaine association, donc une association peut avoir un vrai effet sur des perceptions, L124, depuis 3 ans, en fait, l'éthique animale est passée en deuxième rang comme facteur pour lesquels les gens font attention à la bouffe qu'ils mangent. Et ça, ce sont des enquêtes sociologiques et on leur demande, et ça, c'est des gens qui nous disent ce qu'ils pensent. Est-ce que ça reflète la réalité? Ben, il y a d'autres moyens d'aller vérifier ça. Et ce n'est pas compliqué dans ce cadre. On va vérifier la quantité de tonnes de viande qui sont de viande de poulet, de bœuf, d'agneau, etc., qui sont vendues chaque année en France. Et on constate effectivement une diminution légère, mais constante chaque année depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation de viande biolocale qui vient en partie compenser pour la diminution. Donc, en fait, les questions de santé, de traitement des animaux, ce que les gens disent en termes de perception et de valeur reflètent en fait leur achat réel. Ensuite, il y a un élément sociologique qui est important et ça, il faut le prendre en compte quand on fait une politique publique par exemple, sur l'alimentation et ça explique en partie pourquoi il y a certaines controverses dans les cantines dans lesquelles on met de la bouffe végétarienne ou de la bouffe bio toutes les semaines. Quand on regarde, on fait une analyse par catégorie socio-professionnelle, on se rend compte de les classes moyennes, et là, ça fait partie plus d'un travail d'anthropologue. Vous imaginez, en tant qu'anthropologue, vous demandez à une famille, est-ce que je peux assister à vos repas? Et donc, en tant qu'anthropologue, vous asseyez, vous regardez comment les gens font la bouffe dans leur cuisine, vous leur parlez, vous prenez des notes, même à la rigueur, vous pouvez même filmer. Et quand les enfants arrivent, ben, vous participez au repas avec eux. Ça fait partie de la recherche. Et vous notez, vous analysez ce que les gens disent et comment c'est abordé. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que dans les classes moyennes, le moment de servir, de préparer le repas et de le manger ensemble, c'est un moment où on parle beaucoup de santé. On parle de ça, c'est bon pour toi les carottes. Attention, pas trop cuit parce que ça perd ses vitamines. La viande, etc. Ah non, il faut la faire bien cuire parce qu'il peut y avoir de la salmonellose, etc., etc., etc. Et quand on fait la même étude dans les classes populaires, il y a beaucoup moins de ce type de commentaires qui sont faits. La question de la qualité nutritionnelle de la nourriture est très peu abordée. Les origines ne sont pas abordées. On est plutôt dans la quantité. Et on est plutôt dans ça c'est bon, mange-le. Et ça s'arrête là. Donc, le niveau de CSP est plutôt, dans ce cas-ci, lié à un niveau de scolarité. Donc, ça joue un rôle. Et donc, ce qui veut dire que pour une politique publique qui fonctionne, il faut qu'elle prenne en compte très sérieusement les différences culturelles entre les niveaux de CSP,
non seulement en termes de revenus, mais en termes d'éducation générale sur la santé alimentaire. Et ça, on retrouve ces espèces de différences-là un peu partout, mais pas toujours. En matière de sociologie de l'énergie, ce qu'on remarque, c'est que le CSP est moins important que les phases de vie. Et ça aussi, les phases de vie vont jouer un très grand rôle sur le niveau d'acceptabilité d'une politique publique et sur le type de refus ou d'ignorance active qu'on peut émettre à l'égard d'une politique publique. Typiquement, on a les jeunes, on a les étudiants jusqu'à l'âge de 25 ans qui font leurs études, pour ceux qui font des études universitaires comme n'a pas de cas, et ensuite, vous allez rentrer bientôt sur le marché du travail. Et donc là, vous allez avoir un certain mode de comportement de vie, de recherche de travail actif. Vous allez beaucoup vous déplacer, vous n'avez pas d'enfants, vous allez être très mobile et la plupart d'entre vous, vous voulez encore des voitures. Pas tous, ça diminue ça aussi d'année en année. Le désir d'avoir une voiture à l'âge de 18 ou 25 ans diminue, mais il y a quand même encore ce désir-là. Et donc, on se retrouve avec un certain type de mode de vie qui a ses contraintes et qui a aussi ses effets de gaz à effet de serre. Vient ensuite le moment où on a un enfant. Et typiquement, quand on a un premier enfant, ça ne change pas grand-chose en fait. J'ai rencontré un couple il y a plusieurs années, un couple très, très, très écolo, végétarien pour des raisons écologistes, qui n'avait pas de voiture ni même de permis, en fait, coton bio-quittable pour les vêtements, etc., faisait attention à tout. Je me sentais un peu comme un gros pollueur comparativement à eux, tellement ils étaient un peu radicaux dans leur pratique, mais pas nécessairement dans leur prosélytisme. Ils ne faisaient pas de prosélytisme, mais ils appliquaient ce qu'ils croyaient. Il est arrivé le deuxième enfant, 6 mois après, ils avaient une voiture et un permis de conduire. Et là, je me suis dit, si ces gens-là se sentent obligés d'avoir un permis de conduire parce qu'ils ont un deuxième enfant, qu'est-ce que ça doit être dans la population normale? À un moment donné, les contraintes d'avoir un deuxième enfant sont tellement grandes en termes de mobilité que l'on fait attention. Mais il y a des effets opposés à ça. Les parents qui sont prêts à manger du n'importe quoi sans regarder ce qu'il y a dans la bouffe et qui sont prêts à se polluer parce que de toute façon, il est trop tard, ils vont avoir des enfants et là, soudainement, l'explosion d'achat d'alimentation bio locale, c'est juste incroyable avec les enfants. Les parents font super attention à leurs enfants et donc on se retrouve avec des effets contradictoires en termes d'empreinte environnementale. On se retrouve avec le deuxième enfant avec une augmentation de la voiture, mais avec les enfants avec une augmentation de l'alimentation bio. Donc, on fait plus attention à ce qu'on met comme peinture, on ne veut pas mettre trop de produits chimiques dans la maison, etc., etc. Et ensuite, troisième phase très importante, c'est la retraite. La retraite qui, pour beaucoup de personnes, veut dire moins de revenus, mais pas pour tous. Et avec ceux qui ont des revenus, ça veut dire beaucoup de voyages. Et donc là, leurs gaz à effet de serre proviennent surtout de leur mobilité et beaucoup moins de leur mode de vie dans les autres secteurs. Donc, quand on regarde tout ça, pour terminer en quelques minutes, à quoi on fait face quand on tente de mettre en œuvre une politique publique, ou que ce soit une mesure technique, que ce soit les smart grids, les compteurs intelligents et tout, on se retrouve face à nous avec une diversité de réactions potentielles, une diversité de motivations et de freins, et d'ignorance aussi, j'ai d'autres choses à foutre, c'est pas grave, quoi. Ça m'interpelle pas, ça m'intéresse pas. Oui, c'est intéressant, mais sans plus. Il y a toute cette diversité-là avec laquelle il faut composer et qui rendent le développement de politiques publiques pas évident. Surtout, et là c'est ma petite critique à l'égard du système républicain à la française, c'est que quand ça change, mais quand on fait une politique publique en France, c'est qu'elle doit s'appliquer à tout le monde de la même manière. Pourquoi? Parce que nous sommes tous citoyens français. Sauf qu'un citoyen français n'est pas le citoyen français d'à côté. Et donc, si on n'a pas une approche un peu plus flexible et adaptable et résiliente et peut-être aussi applicable de manière différente, on risque de passer à côté des efforts. Et ça, on commence à le voir. Hein. Les politiques publiques territoriales sont beaucoup plus résilientes et beaucoup plus flexibles qu'elles l'étaient auparavant. Et avec le processus de décentralisation en France, on se retrouve avec quelque chose qui va de l'avant. Dernière question, est-ce que ça va si vite tout ça? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on résout le problème avec nos politiques publiques? Quand j'ai commencé à bosser là-dessus, il y a à peine 15 ans, sur les politiques publiques, je peux vous dire qu'en matière d'atténuation, on pataugeait dans le semoule.
On faisait un truc quelque part sur la mobilité ou sur un petit jardin quelque part. Et quand ça fonctionnait, on ne savait pas trop pourquoi, mais on était content. Et quand ça ne fonctionnait pas, on ne comprenait pas trop pourquoi, on n'était pas content. Et soit on dit on ne fera plus jamais ça, soit on essaye d'apprendre de notre expérience, de faire un retour sur l'expérience et de dire comment on améliore le projet. Comment est-ce qu'on peut le changer, le modifier. On n'en est plus là du tout en matière d'atténuation sur le changement climatique. On sait comment faire, la technique qui est, les politiques publiques qui sont, il faut aller plus vite, il faut qu'il y ait plus de gens impliqués dedans, mais on sait ce qu'on fait en matière d'atténuation, je dis bien atténuation. Parce que sur l'adaptation, on patauge encore dans la semoule. Les questions d'adaptation sont beaucoup plus complexes que celles de l'atténuation. C'est entièrement territorialisé. Une politique publique de mobilité urbaine, qu'elle soit Paris, à Lyon, à Grenoble, c'est à peu près pareil en fait. Vous pouvez la transposer dans n'importe quelle autre ville de France, c'est à peu près bon, sauf dans les détails. Mais une politique d'atténuation à Lyon ne fonctionnera peut-être pas à Grenoble, parce qu'on n'a pas le même système climatique, parce qu'on n'a pas la même végétation, parce que. Et donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, les sciences sociales, sociologie, sciences politiques, anthropo, tout ça, on a beaucoup, beaucoup de boulot à faire. On est vraiment en retard. Ça commence à monter tranquillement, mais et les nouveaux projets de recherche sur les questions d'adaptation sont très multidisciplinaires. Donc, nous, on doit apprendre à travailler avec d'autres disciplines pour arriver à des solutions qui tiennent plus ou moins la route et qui soient, acceptables par les collectivités territoriales, bien avant d'être acceptables par les populations dans ce cas-ci. Voilà, je vais terminer là-dessus pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup. Oui, en effet, là, il nous reste 13 minutes pour les questions, donc ça nous laisse un peu de temps. Camille, je te laisse commencer avec ta question. Je vais... Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je reviens sur ce que vous disiez au sujet de la mobilité. Je prends l'exemple de Paris. Alors, vous me corrigez si je me trompe parce que je parle de mes constatations personnelles. Mais là, on voit qu'il y a des transformations de l'espace urbain qui ont été engagées et catalysées là aussi avec le Covid, notamment le développement de pistes cyclables. J'ai l'impression que les rues sont toujours engorgées par les voitures, que faire du vélo reste dangereux dans beaucoup d'endroits. Ma question est simple, que faire concrètement dans ce cas-là? En fait, les mesures qui sont prises à Grenoble et à Paris sur ces questions-là sont les bonnes. C'est-à-dire plus de transport en public et isoler les voies cyclistes des autres voies, des autres types de mobilité, parce que sinon, c'est trop dangereux. Donc, mais il faut bien comprendre que on n'a pas développé nos villes pour les vélos, on les a développées pour les voitures, en grande partie. Et donc, faire ce changement-là n'est pas évident. Il faut avoir un changement de culture. Si vous allez à Copenhague ou vous allez à Amsterdam, le vélo est roi. Alors, nous, on est encore en train de se battre entre qui a le droit de faire quoi sur la rue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à constater un petit changement de culture. Par exemple, à Grenoble, quand on a vraiment poussé le vélo, les premiers conflits étaient entre vélo et automobiles. Et ensuite, les vélos et les automobilistes ont commencé à comprendre comment les uns fonctionnaient par rapport aux autres. Ça s'est calmé. Et ça a été entre les piétons et les cyclistes que ça a commencé à monter. Et il y a cette cycle de police pour le prouver. Et donc, mais continuer à faire des pistes cyclables sécurisées, c'est effectivement la mesure à faire. Est-ce que, surtout dans une ville comme Paris, on ne peut peut-être pas en mettre partout. Les rues ne sont pas nécessairement très larges. Quand on se promène à Montréal, par exemple, les rues sont tellement larges que vous pourriez faire 2 pistes cyclables des deux côtés. Il y aura encore de la place pour 2 voitures pour passer. Alors que dans certaines rues de Paris, déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour la voiture. Donc, de rajouter des vélos, il peut y avoir des conflits. Mais les urbanistes et ceux qui travaillent justement sur ces questions tentent d'aménager les rues le mieux possible pour réduire les conflits, tout en sachant que les automobilistes ne seront pas contents non plus. Donc, c'est une transition. Une transition, ça se fait lentement, mais ça ne se fait jamais sans conflit. Et on fait plaisir à certaines personnes, on ne fait pas plaisir à d'autres. Mais c'est dans la bonne voie. Ça augmente. Le vélo augmente chaque année. Mais les accidents de vélo augmentent aussi. Et d'ailleurs, parlons de COVID, durant la période de COVID, dès qu'on a déconfiné, le nombre d'accidents en vélo a augmenté, mais à une explosion assez incroyable. Hein.
parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont appris à faire du vélo dans les rues pendant le confinement quand il n'y avait pas vraiment de voitures. Les voitures sont revenues après le confinement, conflit d'usage et augmentation d'accidentologie. Et ça s'est vu partout dans toutes les villes. Camille, du coup, je pense que tu peux continuer avec ta deuxième question, vu que c'est aussi la qui a le plus de votes aussi. Oui, je continue. Sur le scénario expert autoritaire, il semble qu'il y ait certaines limites, notamment aujourd'hui, toujours avec le Covid, on voit des controverses entre médecins sur les mesures à prendre et sur ce qui est bon ou pas de faire. Dans ce cas-là, quelle position doivent adopter les politiques? Est-ce qu'il faut se tourner alors vers un scénario plus démocratie ou plus autoritaire? Ou bien est-ce qu'il y a une voie tierce à emprunter? Je dirais plutôt qu'une voie tierce à emprunter. Un des objectifs de ceux qui travaillent comme moi là, sur ces questions-là d'élaboration des politiques publiques, c'est de faire des politiques publiques intelligentes. Par intelligente, je veux dire que moi, vivre dans un scénario totalitaire, écofasciste, j'ai beau être hyper convaincu, je pense que je prendrais les armes. Je ne pourrais pas vivre dans un système écofasciste qui m'obligerait à tout, alors que je pourrais le faire tout seul en plus. Ça me saoule. Ça m'insulte, ça me choque profondément. Et donc, pour moi, ce n'est pas possible. L'idée, en fait, d'élaborer des politiques publiques, c'est de faire… Ça ne sert à rien de forcer les gens si simplement leur permettre de le faire, nous permettre d'atteindre des objectifs. Pourquoi faire de la coercition ou de l'obligation, c'est débile. Et donc, ce qu'on est en train d'apprendre à faire, c'est de faire, en fait, non seulement des politiques obligatoires, parce qu'on n'a vraiment pas le choix, obliger les entreprises qui ne veulent pas le faire à atteindre des nouveaux objectifs de consommation ou d'émissions de gaz à effet de serre, faire la même chose avec les automobilistes, faire la même chose, etc. Mais quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas de le faire. Ce qu'on est en train d'apprendre, au-delà de dire là, ici, on fait de la coercition et là, on fait de la démocratie, c'est de dire comment on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire permettre aux gens de faire quelque chose et les aider à le faire, avec une contrainte qui les pousse à le faire, mais qui ne les oblige pas sans option. C'est ça que je veux dire par des politiques intelligentes et stratégiques. C'est que la contrainte doit venir, en fait, accélérer l'accompagnement et l'accompagnement doit rendre la contrainte possible à mettre en œuvre. Et la sensibilisation, la communication sert à expliquer tout ça. On s'est rendu compte que si vous tentez de mettre de la pression sur la voiture pour des raisons de changement climatique, c'est vachement moins acceptable que si vous faites exactement les mêmes pressions sur la voiture pour des raisons de santé pulmonaire et respiratoire. Et là, ça devient plus acceptable. Les gens continueront à aller contre la contrainte, mais ils vont la respecter beaucoup plus. Et donc, la communication a ce rôle d'expliquer et de sensibiliser pourquoi on fait certaines contraintes. Et pourquoi aussi, là, il y a un accompagnement. Et cet accompagnement, si on le fait, il n'y a pas de punition. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Et là, on commence à comprendre à le faire en termes de mobilité. On est plutôt bon sur papier. Après ça, il y a la lourdeur de la réalité. Sur d'autres aspects, comme je disais tout à l'heure sur la rénovation, on ne sait pas comment faire ça encore. Ça, on ne sait pas. Il faut le dire. Hein. Mais sur les questions de mobilité, on commence à le savoir. Parfois, c'est simplement une question de demande et d'offre. Quand une mairie dit que toutes les écoles ou qu'un département dit que tous les collèges doivent avoir de la bouffe bio et cantine et 2 repas ou 3 repas végétariens ou un repas végétarien tous les jours, donc par semaine ou tous les jours, déjà, ça fait une énorme demande pour de la bouffe bio ou de la bouffe végétarienne. Il y a au moins une offre. Mais même pas pour obliger les étudiants à le manger. Mais en revanche, les producteurs, eux, sont assurés de marché. Voilà. Alors, justement, la prochaine question que je vois sur les exemples issus de la Convention citoyenne, ça, c'est un bel exemple, je trouve, de ce mélange où on a formé des citoyens aux enjeux climatiques, où les citoyens font des recommandations et une bonne partie de ces recommandations, peut-être pas tout, va être ensuite transformée en politique publique, en mesures, en stratégies différentes. Certaines vont être coercitives avec de la punition, d'autres, peut-être pas, et certaines ont été rejetées carrément par le président. Il faut comprendre dans tout ça que un élu, qui soit territorial ou même un chef d'administration, a sa propre logique et ses propres contraintes. Un élu ne peut pas tout faire, il n'a pas le droit de tout faire. Il y a la Constitution, il y a la loi, il y a ces enjeux, il y a les enjeux de pouvoir, il y a aussi des enjeux financiers, il faut pouvoir payer tout ça, quoique le COVID vienne montrer qu'on est capable de libérer
460 milliards d'euros, si on le veut, sur un sujet. Pourquoi pas la transition écologique? On a fait rater le coche là-dessus. Bon, l'idée, pour moi, c'est dans un objectif d'être le plus efficace possible, d'atteindre des objectifs qui sont vachement ambitieux pour 2050. On parle de changer de civilisation pratiquement. On n'a pas le choix d'être intelligent et de faire à la fois de la coercition, de faire des punitions, mais aussi de l'encouragement et de l'incitation et de la sensibilisation. Ce qu'il faut apprendre, c'est de le faire intelligemment. Et, comme je disais, ce n'est pas gagner partout. Monsieur, juste pour rebondir par rapport à la question que j'ai posée, et ça rejoint celle de Louis qui vient juste après, c'était aussi de savoir, est-ce que vous pensez par rapport à l'acceptabilité par tous les citoyens des mesures, est-ce que le fait que les mesures puissent venir d'un ensemble de citoyens constitués d'une manière ou d'une autre, est-ce que ça peut aider forcément l'acceptabilité ou est-ce qu'en fait, finalement, ça ne change rien? Ah, je n'avais pas compris la question de cette manière, en fait. D'accord. Alors ça, j'aurais aimé voir, je dirais que oui, en partie, parce que ce sont des citoyens qui ont émis ces recommandations, les autres citoyens se disent, mais quand même, sauf que quand vous regardez certaines des réactions qui ont eu lieu par certains groupes, on se dit oui, mais ils ont été convaincus, sinon achetés, par l'État. Ça, c'est dans un cas. Et de manière plus sociologique, ce sont des gens qui ont une formation sur le changement climatique que le 99% d'entre nous, on n'a pas eu. Donc, merci, donc, ils partent d'un niveau de connaissance et de compréhension qui n'est absolument pas représentatif de la population normale. Et donc, il y a quand même un décalage. Ça doit être des citoyens, il y a un décalage entre ça. Mais n'empêche que c'est vrai que le fait que ce soit eux qui le disent et non pas un président ou un chef de compagnie ou une association va avoir un écho différent auprès de la population. Ce n'est pas parce que c'est un écho différent auprès de la population que je vais changer mon mode de comportement pour autant. Ensuite, peut-être Louis, donc ça répond en partie à ta question. Est-ce que tu veux poser la deuxième partie de ta question? Je te donne la parole. Ben, je peux la lire de toute façon. Oui. C'est sur la question, pensez-vous que les mouvements écolos de type Extinction Rébellion, Youth for Climate et les autres facilitent une prise de conscience des crises climatiques pour les populations? Je vais être obligé de ne pas répondre à la question de la manière suivante. On constate depuis 2-3 ans une augmentation du radicalisme écologique chez les jeunes, hein, entre 18 et 25-30 ans. Donc, par radicalisme, je ne veux pas dire nécessairement radicalisme violent. Extinction, rébellion sont radicaux, mais ils sont radicaux dans le sens de non-violence aussi. Ça peut être dans les deux. Gandhi était extrêmement radical, mais il est extrêmement aussi non-violent. Donc ça, il faut le comprendre. Et ça reflète une certaine partie de la population. Et là, il y a deux choses qui se mettent en route. Quand on voit une certaine forme de radicalisme comme celui-là émerger, c'est qu'on constate une réaction opposée. C'est-à-dire que face à une mort imminente, on peut se dire « je fais tout faire pour ne pas mourir » ou une catastrophe pour lutter, donc c'est la figure du héros. Soit je me dis « bon, tant qu'à faire, je vais m'amuser comme un petit fou avant de mourir ». Et donc, je vais prendre l'avion, je vais voyager, je vais faire ce que je veux. Et on se retrouve un peu avec cette tension qui est en train d'émerger dans notre société de plus en plus fortement et visiblement, en fait. Donc ça, il faut le comprendre. Et pour moi, c'est vrai qu'ils alertent, mais des radicaux, une prise de position radicale a plutôt tendance à créer une distance par rapport à la norme d'une société. En revanche, ça peut aussi alerter certaines personnes et voir le mouvement grandir. Et c'est ce qu'on constate un peu chez les radicaux face à ce qu'ils estiment être l'inaction des États en particulier, mais aussi de plus en plus à l'inaction des populations, avoir en fait une attitude de plus en plus radicale et pas nécessairement des plus démocratiques non plus. Donc là, on rentre un petit peu en conflit avec justement les gens qui ont participé à la Convention citoyenne. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont plus radicaux avec Extinction Rébellion, qui se disent ben, peut-être que la démocratie ne suffit pas, puis il va falloir aller beaucoup plus loin. Mais ça, ce sont des signaux faibles. Hein. Je n'ai pas vu de sondage et d'enquête à grande échelle encore pour être capable de voir quels sont les effets de ce type de radicalisme sur la population. Ça, j'adorerais l'avoir. C'est un de mes sujets que j'aime bien toucher, sur lequel je ne peux pas beaucoup
pour des raisons différentes, je travaille sur autre chose. Mais cette radicalité, cette montée en radicalité est quand même intéressante à identifier. C'est un signal faible qui commence à être de moins en moins faible. Mais il n'y a pas eu de sondage à grande échelle là-dessus. Donc, pas évident d'y répondre. D'accord, bon, bah, il est 17 h, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va noter les questions qui restent et on va vous les envoyer, peut-être si vous pourriez répondre par écrit, comme ça, et ensuite on les transmettra aux élèves, si ça vous va. Oui, OK. Super. Bah, Ouais. écoutez, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant et la preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc voilà, merci encore. Ça m'a fait plaisir. Et les élèves, on va couper la conférence. On vous retrouve à 17 h 15 pour la conférence de Philippe Joubert. Bonne continuation tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Merci.